du tapis d'Aubusson, mais taché, sali, usé jusqu'à la corde. Il faisait froid, elle jeta une bûche dans la cheminée du salon. Quelle différence entre ce logis et la demeure de l'ouvrière. Quand Sarah vit flamber la flamme, elle regarda l'inconnu. Dutz s'était assis dans un fauteuil et la contemplait. Parlez, maintenant, dit-elle. Que voulez-vous de moi? Que m'offrez-vous? Vous m'avez promis de m'arracher à mon enfer, le pouvez-vous, seulement? Je ne sais même pas s'il est encore temps. Elle ajouta, après une pause, comment me connaissez-vous? Puis, baissant la voix, courbant la tête, avec une navrante expression de honte, est-ce que tout le monde ne me connaît pas, moi? Balbutia T.L. Elle devait croire à un bon sentiment de la part de cet homme qui entrait si brusquement, et d'une manière imprévue dans son existence. Il faut que je vous raconte ma vie, reprit Sarah d'une voix brève, j'aurais pu être honnête, comme tant d'autres. Je ne puis même pas dire que j'ai eu les mauvais conseils de ma mère, ces mauvais conseils ma sœur les a eus comme moi, et cependant. Ne me demandez pas tout ce que j'ai fait. Je n'aurais pas le courage de vous l'apprendre. J'ai roulé, de chute en chute, au dernier degré. Vous voyez où j'en suis maintenant? Je crois que je valais mieux que d'autres, car j'ai eu souvent des remords. Il est vrai que je ne les écoutais pas, ces hôtes importuns qui me parlaient de devoirs. Depuis 6 mois, j'étais lasse. Un dégoût profond s'emparait de moi. J'avais la nostalgie du bien. Je me représentais ce que j'aurais pu être comme ma Surlia, trouver un honnête homme qui m'eût honnêtement aimé. Je n'avais pas voulu. Le mal a tant de séduction, et le travail en a si peu. Alors, je sentais que j'étais pour tous un objet de mépris, un hochet qu'on rejette dans un coin. La pensée de la mort est entrée en moi pour la première fois, je l'ai chassée d'abord. Et j'ai continué ma vie. Elle est revenue. Si je vous disais ce que j'ai souffert. Je suis jeune encore, j'ai 28 ans, je suis seule, j'avais devant moi l'avenir, mais quel avenir? Un matin, je me suis habillée simplement et je suis sortie. Je voulais trouver de l'ouvrage. Partout où je me suis présentée, on m'a repoussée. À quoi étais-je bonne, en effet? J'avais perdu l'habitude du travail. Pour m'étourdir, je me suis jetée plus avant dans le plaisir. Mais le plaisir ne m'inspirait plus que de la haine. Inutile à tous, nuisible à moi-même, ennuyé du vide qui m'entourait, dégoûté de mon existence, c'est alors que j'ai résolu d'en finir. Ah! Pourquoi m'avez-vous arrêté au seuil de cette mort, qui eût été le repos? Par quelle fatalité vous êtes-vous trouvé là pour m'imposer le secours odieux de votre volonté de me sauver? Si vous pouvez m'arracher à la vie que je mène, si vous pouvez me régénérer par le travail, songez bien. Mais si, après m'avoir entendu, vous m'abandonnez de nouveau, soyez maudit. Dutz la regardait, les yeux fixés sur cette belle créature, qui avait voulu mourir. Par moments il éprouvait un sentiment de joie âcre, en se disant que le mépris était leur lot commun à tous les deux. Vous me connaissez maintenant, acheva T.L. Je suis une femme perdue. L'honnête fille détourne la tête quand je passe. Je ne sais plus travailler. J'ai passé du luxe à la misère, comme mes pareils, pour retourner de la misère au luxe. Je suis une femme perdue. Perdue, c'est-à-dire qui ne peut plus se retrouver. Que pouvez-vous faire pour moi? Rien. Il y eut un court silence, pendant lequel Dutz réfléchit à la manière dont il devait s'y prendre pour proposer à Sarah ce qu'il voulait. Si j'ai bien compris, répliqua T.Il froidement, vous êtes désespéré, et vous ne demandez plus qu'à mourir. La vie n'a plus d'issue pour vous. Vous vous trouvez dans une impasse, c'est de cette impasse dont vous voulez sortir. Vous avez raison.
Vous parliez de votre avenir tout à l'heure. Je vais vous dire ce qu'il serait, si vous ne mouriez pas, ou si vous refusiez mon offre. Vous avez peut-être une dizaine d'années devant vous, au bout de ces 10 ans, c'est la misère noire, sordide. Vous avez honte, maintenant, que serait-ce donc alors? Ces femmes AVES, usées, flétries, ces mendiantes qui grelottent le froid, ont eu aussi une existence de plaisir comme la vôtre. Vous voyez où elles en sont venues? C'est là que vous en viendriez? Si vous mouriez alors, vous connaissez l'hôpital. Une dalle de marbre. Sarah frissonna, je suis lâche, dit-elle tout bas. C'est en pensant à tout cela que je veux mourir aujourd'hui, quand je suis jeune, belle, que je peux être encore regrettée, écoutez-moi donc, alors. Je vous offre la fortune. Il y a un jeune homme riche, qui vous épousera. M'épouser, moi? Oui. Cet homme même? Peut-être. Son nom? Il se tut, puis lentement, c'est moi. Vous? Vous? Elle prit son front dans ses mains, vous? Mais vous ne pouvez pas m'aimer. Je vous ai dit, peut-être. Écoutez-moi jusqu'au bout. Je vous propose un marché. Il y a des imbéciles qui me reprochent la façon dont j'ai fait fortune. Comme si l'or ne purifiait pas tout. Si je vous épouse, nous quitterons la France et nous irons nous faire, au loin, une vie nouvelle. Elle ne comprenait pas. Pourtant elle lui dit, vous ne pouvez donc pas en épouser une autre, que vous me proposez cela, à moi. Avez-vous entendu parler de cette princesse qui se battait en Vendée? Oui. Elle perdait la France. Je l'ai sauvée en la livrant au gouvernement. Ah! On m'en a récompensé. Sarah s'était croisé les bras. Elle le regardait de son œil fixe. Je vous connais, vous êtes mon cousin Hyacinthe Dutz. J'ai entendu parler de vous, vous avez vendu cette pauvre femme 500 000 francs. Toute énergie semblait l'avoir abandonnée. Elle remit sur ses épaules la mante qu'elle avait quittée en rentrant et se dirigea vers la porte du salon. Où allez-vous? Où vous m'avez prise? Vous épouser, vous? J'aime mieux mourir. Certes, je suis bien infâme et bien misérable, certes, je n'ai jamais rien fait de bon dans ma vie, mais votre or me brûlerait les doigts, si je le partageais avec vous. Je comprends qu'on vole, je comprends qu'on tue, mais je ne comprends pas ce que vous avez fait. Oh! Je ne me mets pas en colère. Je n'ai le droit en ce monde de ne mépriser qu'une personne. Vous? Vous m'avez fait du bien. Elle se tut, puis, par un brusque retour, elle éclata en larmes. Que faut-il donc que je sois, pour qu'on vienne m'offrir une pareille honte? Jamais je n'ai mieux compris mon abjection. Oui, je suis une femme perdue, un être sans foi, sans honneur, sans dignité, oui, j'ai pour avenir, si je vis, la honte encore, la honte toujours, pour finir par la misère, l'hôpital et la fosse commune, mais j'aime mieux cela que de devenir votre femme. Il vit rouge. Une insulte de plus tombant sur cet homme exaspéré, produisit l'effet de l'étincelle sur un baril de poudre. Il bondit jusqu'à Sarah, et lui saisit violemment les poignets. Ah! Tu te crois aussi le droit de me mépriser. Ah! Tu m'outrages. Tu payeras pour les 2 autres, pour t'assurer Rebecca. Il l'avait jetée par terre et cherchait à l'étrangler. Instinctivement elle se défendait. Je vais te tuer, au secours. Appela T.L. Je vais te tuer. Elle se débattit encore, assez pour s'échapper de ses mains et se réfugier au bout du salon. Cela la sauva. Le traître réfléchit sans doute aux conséquences du crime. Il vit la guillotine, il était lâche. Pâle, livide, au milieu du salon, il se rongeait les poings avec fureur.
Impuissant. Je ne peux pas, je n'ose pas me venger. Que faire? Où aller? Si je brûlais Paris? La fille riche, la fille honnête, la fille perdue, je suis chassée de partout. Tiens! J'aurais dû t'étrangler. Adieu. Sois maudite, toi et les autres. Nu-tête, les vêtements en désordre, il sortit, chancelant, la rage dans les yeux, fou de colère, et montrant le poing à ce ciel qui, lui ayant permis d'accomplir sa trahison, ne lui permettait pas d'en jouir. 13 Le maudit. Cette fois c'était fini. Paris lui inspirait de la haine et de la peur. Il résolut de le fuir. Il suivit le bord de la Seine, la tête courbée, sous le poids de l'universelle malédiction qui l'écrasait, mais d'un pas rapide. Il n'avait même plus de pensée, son cerveau était vide. Le vent, la pluie fouettaient son visage, sans qu'il les sentît. Toute volonté, toute énergie était morte. Il marchait. La ville sombre, endormie, se déroulait à ses côtés, il lui semblait que même dans son sommeil elle allait l'insulter encore. Il marchait. N'est-ce pas ainsi que les poètes ont rêvé Caïn fuyant devant le souvenir du crime qui a tué Abel? Dans l'immortel tableau de Pruon, le châtiment marche devant. Précédait-il aussi ce Judas, ce maudit, ce traître, ce Dutz? Il marchait, la fatigue physique n'avait aucune prise sur ce corps consumé déjà par la fatigue morale. Il franchit en 3 heures et demie, tout d'une traite, la distance qui sépare la place de la Concorde de la route de Sèvres. À cette époque où Paris était restreint, la route de Sèvres, qui aujourd'hui touche aux fortifications, formait la pleine banlieue. Le chemin commençait à s'animer, on voyait passer les laitières dans leurs petites voitures, les maraîchers conduisant leurs épaisses charrettes à grands coups de fouet. Lui ne voyait rien, il marchait. Un flot de pensées sombres s'agitait tumultueusement en lui. Les moindres détails de la triple insulte qu'il venait de subir se retraçaient à son esprit. Une parole de rage montait à ses lèvres, il l'étouffait, car il avait peur de s'entendre parler. Vers 2 heures du matin, il s'arrêta. Ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Devant lui coulait la Seine, à droite et à gauche, 2 longues rangées de maisons. Sur l'une d'elles, il aperçut la branche de houx qui annonce une auberge. Il s'approcha et frappa. Il lui fallut un certain temps pour se faire ouvrir. Un garçon tout endormi se présenta, mais il recula de 2 pas à la vue de cet homme pâle comme un mort, couvert de sueur et dont les cheveux en désordre se collaient à ses tempes. Dutz lui glissa une pièce de monnaie dans la main. « Donnez-moi une chambre, dit-il. On l'introduisit dans la banale et vulgaire chambre d'auberge. « J'ai froid, dit-il en frissonnant. Le garçon jeta un fagot dans l'âtre, puis il se retira. Dutz se jeta pesamment sur le lit sans se dévêtir et s'endormit. Astérisque 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 Quand il s'éveilla, le soleil baissait déjà à l'horizon. Le repos l'avait calmé. « Je suis un niais, murmura-t-il. Est-ce qu'il ne me reste pas ma fortune? Avec ma fortune je puis être heureux. » Il fit rapidement sa toilette et envoya acheter un chapeau, puis il sortit. C'était l'après-midi d'un dimanche. Le soleil de décembre illuminait le ciel de ses rayons pâles. Il faisait ce froid sec et piquant qui rend, par une belle journée, la promenade d'hiver si agréable. L'avenue de Sèvres était pleine de monde. Dutz tourna le quai de la Seine et se mit à se promener sur la berge gazonnée qui suit le cours du fleuve. Chaque Parisien connaît l'endroit dont nous parlons. À droite, en face de la Seine, s'étendent ces immenses jardins, qui sont aujourd'hui la propriété de Monsieur le baron de Rothschild.
des saltimbanques forains avaient établi là leurs pénates, et le petit public populaire se pressait à l'intérieur de leurs baraques de bois, des femmes de chambre tenant des enfants par la main, des boutiquiers, quelques ouvriers et les véritables soldats, les beurds à 5 centimes, qui regardaient tout cela de leurs larges sourires confiants. Cette scène respirait une telle bonhomie, une telle tranquillité, que Dutz s'approcha et se mêla à la foule. Il y avait 10 minutes peut-être qu'il était là, quand un homme de haute taille, carré d'épaules, et qui portait un étrange costume, moitié bourgeois et moitié paysan, parut sur la route. Il marchait à grands pas, se dirigeant vers la route de Sèvres, comme s'il voulait gagner Paris. C'était Aubin Ploeguen. Que venait-il faire là? Nos lecteurs ne tarderont pas à le savoir. Lui ne perdait pas son temps. Il marchait à larges enjambées, quand tout à coup il aperçut Dutz, et un cri de colère s'échappa de ses lèvres. Il entra dans la foule, et, se frayant un passage, arriva jusqu'au traître. Alors, levant sa terrible main, il la laissa lourdement tomber sur son épaule. Certaines natures sont dépaysées quand on les arrache à leur cadre naturel. Le rude breton se croyait encore en Bretagne. Il confondait la berge de la Seine avec la rive de la Vilaine. « Fais ta prière, dit-il à voix haute, au milieu de la stupeur des assistants, je vais t'attacher une pierre au cou et te noyer comme un chien. » Une pareille phrase au milieu de la lande de Cloarec n'eût pas étonné le patour, mais aux portes de Paris, éclatant dans une foule populaire, elle fit émeute. On monta sur les chaises pour mieux voir. Le spectacle en plein vent paraissait mesquin. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Le rude homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Ces phrases s'échangeaient d'un bout à l'autre des baraques. Aubin répéta, fais ta prière. Les dents de Dutz claquaient. Au secours! Cria-t-il. Allons, lâchez-le. Dirent quelques-uns. Aubin Ploeguen releva sa tête énergique. Savez-vous ce qu'a fait cet homme, dit-il. Il a vendu notre princesse, Madame la Régente de France. C'est Dutz. 1000 imprécations diverses retentirent. On ne s'entendait plus. Il faut l'écharper. Allô? Allô? Criait-on. La terreur arrivée à son paroxysme centuple les forces d'un homme. D'un vigoureux mouvement d'épaule, Dutz se dégagea. Mais s'il était hors des mains redoutables d'Aubin Ploeguen, il n'était pas sauvé de celles de la foule. D'un saut énorme, il parvint à bondir hors du cercle qui l'entourait. Derrière lui, hurlait, aboyait une meute humaine enragée. L'instinct des foules est souvent honnête. Ce misérable lui faisait horreur. Dutz courait, pendant que 40 individus, en tête desquels était Aubin Ploeguen, poursuivaient Judas. On entendait hurler, à mort. À mort? C'est Dutz. Dutz. C'est celui qui a vendu une femme. Il courait affolé. La meute suivait sa trace, et cette poursuite endiablée avait lieu à travers la foule, plus rare, qui bordait la Seine. Quelques-uns, voyant un homme fuir, croyaient que c'était un voleur qui tentait de s'échapper, et se portaient au milieu de la route pour l'arrêter, mais Dutz, dans sa lâcheté, trouvait une incomparable vigueur. Il renversait tout, pareil à une catapulte de chair et d'os. Il courait, tête basse, les poings en avant, retenant son souffle, couvert de sueur, noir de poussière. À la porte d'une propriété particulière, se trouvait une niche de chien. Ce dernier voulut se jeter sur lui. Sans sa chaîne il le dévorait. Derrière lui on criait, arrêtez-le. C'est Dutz. C'est Dutz. C'est Judas. Aubin Ploeguen ne disait rien. Il savait que nul à la course ne pouvait lutter avec lui. Il ne donnait pas à sa course toute sa rapidité,
parce qu'il ne voulait point partager avec d'autres l'honneur d'accomplir l'acte de justice. Il voulait que ceux qui poursuivaient avec lui abandonnassent par épuisement. Alors à ce moment, il se saisirait du traître, et, selon sa menace, le jetterait à la Seine après lui avoir attaché une pierre au cou. Les imprécations arrivaient, furieuses, exaspérées, aux oreilles de Dutz, « c'est le maudit !» criait-on. Et toute la meute répétait, « c'est le maudit ! C'est le maudit !» Son cœur, lâche, vil, ignoble, battait à rompre. Il allait mourir. Comment pourrait-il échapper? C'était impossible, impossible de fuir encore, lorsque ses forces le trahiraient. Et devant lui, la route, immuable, avec les promeneurs étonnés qui contemplaient sa haine fuyant la suprême justice. On ne se mettait même plus devant lui. Ceux qui le rencontraient s'écartaient avec dégoût, comme s'ils eussent craint d'être souillés par son toucher seulement. Il râlait déjà. Il calcula dans sa pensée qu'il ne pourrait plus courir que sur une longueur de 200 mètres. Aubin-Ploeguen était de 30 pas en avance des autres. Dutz fit encore un effort. À droite s'ouvrait une grille, donnant sur une longue allée aboutissant à un château. Il entra dans cette allée. Sur le perron du château, il y avait une jeune femme debout. Il roula à ses pieds, râlant, mourant, « à boire, dit-il. » La jeune femme, émue de pitié, sans se demander qui était cet homme, d'où il venait, alla prendre un verre d'eau et le lui tendit. Au même instant arrivait Aubin-Ploeguen, précédant les poursuiveurs. Il s'apprêtait à saisir le maudit, quand la jeune femme se retourna, et il la reconnut, « Madame Fernande, » dit-il. Aubin, fuyez-le. Laissez-le mourir comme un chien. C'est Dutz. Non. C'est un homme. C'est Dutz, je fais ce qu'eût fait notre bien-aimée princesse, dit-elle tristement. Je donne à boire aux lépreux. C'est un homme, et il souffre. 14 Une nuit d'agonie. Dutz se traîna hors du parc de Monsieur le Gras-Ducos, râlant de fatigue, épuisé, s'accrochant aux branches pendantes des arbres dénudés, pour se soutenir dans sa marche. Il était horriblement pâle. L'angoisse se lisait dans ses yeux qu'agrandissait une fièvre ardente. Il m'aurait tué. Il m'aurait tué. Balbutia-il. C'était Aubin-Ploeguen, le Breton, le Chouan, cette image vivante du châtiment moral qui s'apesantissait sur lui. Il y avait à peine une demi-heure qu'il marchait quand ses forces le trahirent. Il se laissa tomber au milieu de la route. Il ventait glacé. Le soir était venu, et la nuit glissait, sombre, noire, dans un ciel sans étoiles. Je ne peux plus avancer, murmura-t-il. Paris se dressait au loin, géant accroupi et silencieux. Sa masse de maisons sordides et de monuments luxueux, se détachait nettement dans l'obscurité grandissante. En dépit de son anéantissement physique, Dutz sentait monter en lui le flot de haine violente qui le secouait. Je ne peux plus avancer, répéta-t-il. Est-ce que je vais mourir là, comme un chien? Si quelqu'un passait sur cette route, j'appellerais au secours. Il essaya de se remettre sur ses jambes. Mais elles se dérobaient sous lui. Il lui était impossible de se tenir debout. Il se traîna à plat ventre vers un champ inculte, où croissaient, hautes et drouses, ces herbes qui, au printemps, couvrent aujourd'hui les monticules des fortifications. Arrivé dans le champ, il se coucha dans l'herbe qui le masquait presque. J'ai froid, dit-il, j'ai froid et j'ai soif. Toutes les souffrances physiques se partageaient ce corps. Il avait les membres glacés et la tête brûlante. Ô Paris! Gronda le maudit avec un accent de fureur sourde impossible à rendre, ô Paris! Comme je te hais! Je te hais!
Je te hais. Il y a là une ville d'1 million d'âmes, des hommes s'agitent dans cette orgueilleuse cité, et parmi ces hommes, il n'y en a pas un qui ne me charge d'exécration. Parmi ces brutes, pas une qui ne me méprise. Si je mourais ici, abandonné, à qui pourrais-je demander une parole de pitié? Si les journaux annonçaient demain qu'on a trouvé mon corps dans ce champ, au milieu des herbes, on dirait, tant mieux. Tant mieux. Et nul ne me plaindrait. Les frissons qui le secouaient redoublaient de force, sa rage était plus violente encore que sa souffrance, et cependant il souffrait le martyre. Elle acheva de l'épuiser. Il sentit tout à coup une douleur aiguë, lancinante, qui traversa ses reins, comme une barre rougie au feu. Il poussa un rugissement d'épouvante, car il crut que c'était la mort est ce qui vient après. Cette idée horrible se traça dans son esprit, et cet esprit, obscurci déjà par la douleur, vit comme une vision du châtiment. Il était évanoui, astérisque, la route s'anima vers 9 heures du soir. Les Parisiens qui, séduits par une belle et sèche journée d'hiver avaient fait une promenade à la campagne, revenaient joyeux, contents, et narguant le ciel devenu pluvieux. En effet, la pluie commença à tomber glacée, le vent ne cessait pas, de temps à autre il semblait augmenter. Et elle tombait sur le corps du maudit, couché au milieu des herbes, livré à toute l'inclémence d'une nuit d'hiver. Ah! Il avait voulu fuir la misère. Ah! Il avait eu honte de la pauvreté qui travaille, espère et attend. Il avait voulu être riche, posséder, lui aussi, ces jouissances que sa bassesse avait si longtemps enviées aux autres. Pour obtenir cette richesse, pour atteindre à ces jouissances, il avait commis un crime horrible. Et quand il se croyait au but, il restait seul, abandonné, maudit, exposé aux intempéries du ciel, à la pluie froide qui inondait son corps. On passait sur la route. Il y avait des fiacres, des citadines, comme on disait alors, ou bien des chars à accent gravement vulgaire, qui laissaient mouiller impitoyablement leurs voyageurs. Et, malgré tout cela, ceux qui étaient dans les voitures riaient de bon cœur, se moquant de la pluie, se moquant du vent, se moquant du froid. C'est qu'il avait l'âme en repos, c'est que nul remords ne s'abattait sur ses fronts insoucieux. C'étaient des ouvriers ou de petits boutiquiers, qui se reposaient, se délassaillaient, s'amusaient, après avoir travaillé honnêtement toute la semaine. Ils n'avaient pas une fortune de 500 000 francs, les uns et les autres, ni même de 100 000, ni même de 50 000. Ils étaient pauvres, mais ils avaient le cœur en paix. Il a vendu une reine. Souffre, Judas. La pluie tombe, le vent souffle. Quel martyr! Il est évanoui, mais le corps seul a été vaincu, sans doute, et son âme, cette âme à laquelle il ne croit pas, vit et pense encore. Il doit faire un cauchemar affreux. Des rêves effrayants traversent cette cervelle, car les frissonnements qui l'agitent, naissent à la contemplation cachée d'une vision terrible. Le corps s'est affaissé dans l'herbe, entrant peu à peu dans la terre amollie par la pluie. Elle couvre déjà une partie de la poitrine. Oh l'horrible visage! Son rictus grimaçant est ignoble. La tête contractée par la souffrance physique et par l'épouvante morale, la tête ressemble à celle d'un de ces damnés que le Dante promène à travers son enfer. Il a vendu une reine. On lui a compté ses 30 deniers, et cependant il est là, abandonné, comme un mendiant auquel les plus charitables ont refusé de faire l'aumône, pour bien narguer la pluie et le mauvais temps, ceux qui passent dans les voitures se sont mis à chanter. Tous les refrains se croisent, s'entrechoquent. Qui n'a assisté à une scène pareille, un dimanche, quand les tapissières ramènent les petits bourgeois des courses? On entend la complainte du juif errant ou une chanson de Béranger.
Mais ce n'est pas compréhensible. Chacun chantant sa chanson préférée, cela forme une cacophonie épouvantable qui est cependant pleine de gaieté gauloise et bon enfant. Astérisque 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 astérisque. Son évanouissement durait depuis une demi-heure, quand il reprit ses sens. Il ouvrit les yeux, et en même temps ses oreilles purent percevoir les bruits extérieurs. C'est alors qu'il entendit ces bruits de chansons qui venaient à lui. Ah, je serai secouru, pensa-t-il. Il se dressa faiblement, et regarda. Les premières voitures avaient disparu, mais il en venait d'autres. 5 ou 6 charracs s'engravant, précédés de quelques citadines. Des voitures, on pourra me transporter quelque part. Au secours! Cria-t-il. Le vent venait en sens contraire, emportant le son de sa voix, étouffant son appel désespéré. Il répéta, au secours. Mais on n'entendait point. Alors, il essaya de se traîner vers la route. Mais les chansons s'ajoutaient au vent pour couvrir sa voix. Astérisque 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 astérisque. Quand les promeneurs endimanchés, au retour d'une fête à la campagne, ont épuisé les chansons de Béranger, les airs à la mode, ou les grands récitatifs d'opéra devenus populaires, ils se rejettent tout d'un commun accord, sur la complainte du moment. Il y a toujours une complainte en vogue. Si aujourd'hui, 15 septembre 1874, vous descendez dans la rue, vous entendrez fredonner une complainte sur Moreau, l'herboriste de Saint-Denis, ce sinistre empoisonneur. Dutz crut que les chansons avaient cessé, puisqu'il n'entendait plus rien que des rires joyeux. Il espéra que sa voix arriverait jusqu'aux passants, et il cria, « Au secours! Au secours !» Au même instant, une des bandes entonnait ceci, « Viens ça, lui dit le ministre, je vas te la payer. Tu vas me donner la liste des frais de chute à essuyer. » Il répondit, « Coquin d'homme. Je veux 500 000 francs. Prix fait, comme les pommes de terre et le vin blanc. » Il n'entendait pas les paroles, il cria, « Au secours! Au secours !» Mais le refrain éclata, répété avec fureur par toutes les bandes, « Ne soyez pas jaloux. Ce Dutzen vaut pas Quat'sous. » Cette fois, il entendit. Un farceur cria, « Et qui achète la complainte du Judas, où il y a des gravures de Monsieur Raphaël, représentant le juif qui vend la princesse. La complainte de Judas. 5 centimes, 1 sou. Avec gravure. » Le Chure reprit plus fort, « Ne soyez pas jaloux. Ce Dutzen vaut pas Quat'sous. » Il jeta un cri effrayant, qui se perdit dans les mugissements du vent. Et il retomba dans son évanouissement. Les voitures avaient passé. On distinguait encore dans l'éloignement le refrain, « Ne soyez pas jaloux. Ce Dutzen vaut pas Quat'sous. » Et Dutz était là, couché dans le champ inculte, maudit, abandonné, par une nuit d'hiver, sous ce vent, sous cette pluie qui doublait de violence, inondant son corps, glacé jusqu'à la moelle. 15 dénouements. À partir de ce jour-là Dutz disparaît. Nul n'en a plus entendu parler. Dans quelle région le traître s'est-il réfugié? C'est un mystère. Dieu a voulu peut-être qu'il s'évanouisse sans laisser de traces. Nous sommes arrivés à la fin de notre récit. Il nous reste à apprendre à nos lecteurs ce que le sort a fait de nos héros. Monsieur le Gras-Ducos est mort? On se rappelle ces lettres que Aubin Ploeguen recevait à Nantes et qu'il attendait avec tant d'impatience. Ces lettres mystérieuses étaient arrivées, on le sait, au nombre de 606 jours. La première disait « Maladie grave. Inflammation de poitrine. » La seconde « Beaucoup de mieux. » La troisième « Le mieux se continue. » La quatrième « Aggravation. Nuit mauvaise. » La cinquième « Autre nuit mauvaise. »
La 6e, de plus en plus mal. Elles apportaient aux fidèles bretons des nouvelles de Monsieur le Gras-Ducos. Il mourut pendant l'hiver qui suivit les événements que nous venons de raconter, et un an après, Fernande et Jean étaient mariés. 6 mois avant cette union, Aubin, Jean Nu-Pied et Henri de Puiseux partirent soudainement pour les États-Unis. Le bruit s'était répandu quelque temps avant que Dutz avait paru en Amérique. Les glorieux Vendéens avaient-ils été par-delà les mers accomplir leur œuvre de haute justice? C'est ce que nous raconterons un jour. 18 Philippe de Cardigaen a illustré son nom de Robert français. Quant à Henri de Puiseux, il vécut auprès de ses amis jusqu'en 1837. Sa gaieté avait pris une teinte assombrie. Il se rappelait sans doute les morts de la Pénissière, ces héroïques défenseurs d'une grande cause qui avaient succombé pour leur drapeau. Combien d'entre eux son souvenir allait-il chercher, couchés sous la terre bretonne, oubliés, eux aussi? Oui, oubliés. Le cœur des partis politiques ressemble au cœur des hommes par l'ingratitude. Qui sait aujourd'hui les noms de ceux que nous avons écrits dans ce livre, et que nous sommes fiers d'avoir rappelés à l'admiration et au respect? Par une belle soirée de l'année 1837, pénétrons au château de Cardigaen. Nos lecteurs nous ont accompagnés déjà dans la première partie de cette longue histoire. La brise de la mer arrive parfumée et chaude. Fernande et Jean sont assis sur la grande terrasse, en face de laquelle le docteur Lanquin faisait naguère ses expériences. « As-tu des nouvelles d'Henri » demande Fernande à son mari. « Non. Quand est-il donc parti ? » Il y a 5 semaines. Déjà ? J'aurais dû recevoir une lettre pourtant. Henri était parti pour l'Espagne combattre dans les rangs carlistes. Las 2 époux en étaient là de leur causerie, quand la silhouette énergique d'Aubin Ploeguen se détacha vigoureusement sur l'ombre du crépuscule qui tombait. Aubin revient de la poste, s'écria Jean, sans doute il va nous remettre quelques lettres. En effet, le Breton tenait 2 lettres à la main, toutes 2 portaient le timbre d'Espagne. L'écriture de l'une était inconnue au marquis, celle de l'autre était de Henri. Jean jeta un cri de joie et fit sauter rapidement le cachet. Enfin, murmura-t-il. Henri écrivait une longue lettre à ses amis pour leur raconter sa vie. Do Carlos l'avait nommé général de division. On se battait dru, disait-il. Ce brave cœur se trouvait dans son élément, au milieu de la bataille. Sa lettre respirait la poudre. Lorsque Jean l'eut terminée, il ouvrit la seconde. Mais à peine y eut-il jeté les yeux qu'il chancela. « Qu'as-tu donc ? » Lis. Fernande prit le papier et lut, « Monsieur le Marquis, selon le désir de mon général mourant, j'ai l'honneur et la douleur de vous annoncer que votre ami, Monsieur de Puiseux, a été tué, hier, en chargeant à la tête de sa division. » Fernande laissa tomber la lettre. Une larme brillait dans ses yeux. « Mort ? Lui aussi, dit Jean, en se jetant en pleurant dans les bras de sa femme. Regarde, murmura-t-elle. 2 enfants blonds et roses entraient à ce moment sur la terrasse, et vinrent se réfugier auprès de leurs parents. Ah ! Nous nous souviendrons de tous ceux qui sont morts en remplissant leur devoir, nous, dit Jean, le cœur brisé. Mais que restera-t-il de tout cela dans ces têtes blondes, dans 20 ans ? Quels labeurs, quels héroïsmes oubliés. Le meilleur de tout s'en va. Il sera oublié comme les autres, qui se souviendra. Dieu, prononça gravement Aubin Ploeguen. 1. La Vendée et Madame, par le général d'Hermoncourt. 2. Nom donné par le gouvernement aux Vendéens. Lire les rapports officiels. 3. La Vendée et Madame, par le général d'Hermoncourt. 4. Réflexion du général d'Hermoncourt. 5. Idem.
6. La Vendée et Madame, par le général d'Hermoncourt. 7. Idem. 8. Idem. 9. Nous avons emprunté la plus grande partie de ces détails historiques à des documents que nos lecteurs ont eu l'obligeance de nous envoyer, et au livre du général d'Hermoncourt. Qu'il nous soit permis de remercier ici les correspondants inconnus qui ont bien voulu s'intéresser à cet ouvrage, assez pour y prendre part. Note de l'auteur. 10. Monsieur Maurice Duval ne fut réellement préfet de la Loire-Inférieure que le 5 octobre. 11. En 1832, la télégraphie électrique n'existait pas encore, on se servait du télégraphe à bras, dont les transmissions quelquefois interrompues ont inspiré les jolis vers de Nadeau. Les mensonges diplomatiques carrettent souvent le brouillard. La France fit ses premiers essais de télégraphie électrique en 1845, sur la ligne de Paris à Rouen, et en 1846 sur la ligne de Paris à la frontière du Nord. 12. Nom plein d'aménités que donnaient les employés du duc d'Orléans aux Vendéens. 13. La Vendée et Madame, par le général d'Hermoncourt. 14. Idem. 15. Idem. 16. Idem. 17. Idem. 18. Les trois Vendéens ont tenu leur serment. Cette troisième partie paraîtra plus tard sous ce titre, Le Châtiment, mais formera un ensemble à part, entièrement séparé du roman de Jean Nu-Pieds. Note de l'auteur. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg ebook Jean Nu-Pieds, vol 2 astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement.
If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org.
If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked assumption to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S// does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.
If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West,
Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Jean Nupier tome 2e Paris Dentu, libraire éditeur I2 3 4 V 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 XXXXXX8 XVXXVXXVI TECVI 3e partie Le châtiment de Judas I2 3 4 V 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 The Full Project Gutenberg licence.